bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève. Je connais bien sûr presque tout le monde, mais il y a toujours des personnes qui viennent, qui arrivent pour la toute première fois, et c'est peut-être si c'est votre première réunion, et vous en plus vous êtes là avant le début de la séance, eh bien je tiens à vous accueillir très très chaleureusement. Pour les anciens, pour ceux qui connaissent notre chère Charlotte Mbou, eh bien malheureusement elle est actuellement, eh bien je lui ai demandé de ne pas venir vu sa santé, donc je sais que vous êtes nombreux à la contacter, à rester en contact avec elle par WhatsApp et par mail, donc n'hésitez pas à lui faire part de vos vœux pour son rétablissement, bien sûr. Alors, nous sommes à 6 minutes du départ. Juste pour récapituler, je vais pouvoir vous donner quelques infos avant de démarrer la séance. Hein. On va faire vraiment le... D'ailleurs, il faudrait que je... voilà. Je vais vous donner un petit peu... dans le top, donc vous savez qu'il s'agit donc de cette enquête internationale sur le climat et la santé. Eh bien, j'ai deux nouvelles que je vous donne déjà. Je vais bien sûr expliquer tout ça pendant la séance, mais pour ceux qui sont déjà là, comme Olivier Tcha, j'ai toujours un plaisir de retrouver ici et j'espère bien lui rendre visite à Transua en Côte d'Ivoire dans un avenir proche. Mais en tous les cas, donc il s'agit de cette grande enquête internationale. La première nouvelle, c'est qu'on va prolonger donc le délai de clôture, la date de clôture était en principe le 4 mars. On va prolonger jusqu'au 11 mars et très probablement, on prolongera encore probablement jusqu'au 23 mars. Mais n'hésitez pas à... Voilà, si vous avez des partenaires, des individus qui n'ont pas encore fait l'enquête, eh bien vous pouvez leur dire « Heureusement pour toi, l'enquête est prolongée, mais tu n'as que jusqu'au 11 mars ». Le 11 mars, on annoncera que l'enquête est encore prolongée d'une semaine pour garder un petit peu le facteur temps comme facteur de motivation pour compléter l'enquête. Et alors la mauvaise nouvelle, là que je vous livre vraiment en avant-première, je vais être un peu plus pudique lors de la séance en direct. C'est qu'actuellement, je vais vous dire, donc déjà, je vais commencer par les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le réseau Teach to Reach est incroyable et remarquable. Et une fois de plus, vous l'avez démontré avec cette enquête, puisque plus de 2/3 des réponses proviennent du réseau Teach to Reach, donc du réseau Reach et en particulier des leaders de la santé. Donc ça, je vais le souligner et on va vous applaudir pendant la séance. La mauvaise nouvelle, c'est que même s'il y a plus de 3700 réponses, je vais vous expliquer pourquoi ça c'est incroyable. Eh bien, dans le top 10 des pays avec le plus de répondants, il n'y en a que 2 dont le nombre de réponses est suffisant pour obtenir quelque chose de significatif au niveau statistique. Donc, je vais rapidement vous donner le top 10. Alors, à la 10e place, et on refera ce compte à rebours pendant la séance. Et je transmets à Aïssatou, mais n'hésitez pas, si vous êtes en contact avec Charlotte, de lui faire part de vos vœux de rétablissement. Donc, dans le top 10, en termes du nombre de réponses, on a la Côte d'Ivoire à la 10e place, l'Ouganda à la 9e place, la Tanzanie est numéro 8. Alors, je vais me remettre là. Voilà, la Tanzanie est donc numéro 8, le Burkina Faso est numéro 7, le Cameroun est numéro 6, donc dans le top du classement. En termes du nombre de réponses, le Brésil est le seul pays d'Amérique latine dans le top 10. Et vous voyez qu'il n'y a pour l'instant aucun pays d'Asie qui est dans le top 10. Le Kenya est en 4e place, le Ghana en 3e place, en 2e place, et heureusement qu'ils sont là, la République démocratique du Congo, et la première place revient au Nigeria. Ça, c'est vraiment l'image un petit peu de la représentativité des scholars, donc des leaders de la santé qui participent à Teach to Reach et aux autres initiatives de la Fondation Apprendre Genève. Alors, dans cette mauvaise nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle supplémentaire, et c'est la suivante. Donc, seuls 2 pays sont en mesure d'atteindre ce niveau statistique de représentativité statistique où on peut commencer à regarder les données pour le pays. Aucun pays n'a encore un nombre suffisant de réponses pour qu'on puisse regarder, par exemple, au niveau à un niveau de la pyramide de santé. Voilà donc un petit peu en préambule de cette réunion. Comme on doit, bien sûr, cette enquête va faire l'objet d'une publication scientifique,
C'est vraiment très très limité ce sur quoi on peut communiquer actuellement, mais comme vous êtes les leaders et en plus vous êtes là avant l'heure, eh bien je tenais déjà à vous donner un petit peu ces prémices de l'enquête. On va démarrer le compte à rebours. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève. Très chaleureusement, je vous souhaite bienvenue à cette séance exceptionnelle du réseau Reach. Exceptionnelle parce que c'est la 4e fois qu'on se rencontre autour de cette enquête sur les risques et barrières climat et santé. Et on va tout vous dire, tout vous expliquer et surtout vous faire une grande mise à jour dans 45 secondes. Donc on vous dit à tout de suite et c'est un grand plaisir de vous retrouver. On va vous donner une annonce. Il y aura une annonce très très importante pour tous les acteurs de cette enquête qui est participative à plusieurs niveaux. Il y aura des retours, on va solliciter vos retours et en particulier sur la stratégie, avec quelle stratégie communiquer sur cette enquête. On a cruellement besoin de votre retour pour assurer le succès de cette enquête. Dans 15 secondes, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et d'ores et déjà, je vous souhaite donc bienvenue. Cette séance aujourd'hui n'est pas diffusée en direct. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques heures. Et voilà, c'est parti. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus à cette séance exceptionnelle du réseau Reach. Le réseau Reach, ce sont des leaders de la santé qui partagent leur expérience pour apprendre, pour mieux faire. Reach, c'est un acronyme en français, c'est relier, engager, agir, collaborer et hisser la performance, hisser les progrès des indicateurs de santé. Cette séance se tient dans le cadre de notre collaboration avec Grand Défi Canada. Nous remercions pour son soutien en tant que partenaire de Teach to Reach. Grand Défi Canada s'est engagé à apprendre de vous, auprès de vous, ceux et celles qui sont en première ligne des crises sanitaires, avec l'appui de la Société mondiale de technologie ARM, qui fabrique une grande majorité des puces informatiques dans le monde, et du gouvernement du Canada. Nous nous associons à la Fondation Apprendre Genève pour nous assurer que les connaissances et les expériences vécues de la communauté de la santé locale guident notre recherche d'innovation adaptée aux défis uniques de risques sanitaires. Voilà donc de quoi il s'agit. Pour ceux et celles qui ont une mauvaise connexion, eh bien, il y a le podcast de la Fondation Apprendre Genève. Je vous renvoie et bien sûr cet événement. Il s'agit du cœur de Teach to Reach. Teach to Reach 11, c'était les 5 et 6 décembre 2024 dernier. C'était la 11e édition. La 12e aura lieu non pas au mois de mars comme nous l'avions initialement annoncé, non pas au mois d'avril avec le premier report de date, mais probablement ultérieurement au courant du mois de mai. On pense que peut-être ce sera juste après la semaine mondiale de la vaccination qui, comme vous le savez, est un grand événement pour nous tous et en particulier au sein de la Fondation Apprendre Genève. Voilà donc, je rappelle donc le réseau Reach. Il s'agit d'atteindre les leaders, de relier, s'engager, agir, collaborer et hisser. Maintenant, la première annonce donc de cette séance et je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup plus court que les séances précédentes parce que c'est vraiment une mise à jour. Et donc la première mise à jour, la première annonce importante, c'est que l'enquête internationale sur le climat et la santé qui avait été lancée le 15 janvier, donc presque à 2 mois, l'enquête reste ouverte jusqu'au 11 mars 2025. Et puis aussi, il faut souligner, et c'est important de le faire, alors je ne peux pas encore vous montrer de chiffres, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns. 3702 réponses à ce jour, dont 3219 qui proviennent d'acteurs de la santé ou de travailleurs de l'humanitaire, où on doit reconnaître vraiment la valeur, la qualité de cette grande communauté de Teach to Reach et en particulier des leaders de la santé. Eh bien, c'est parce que quand on regarde les chiffres actuels sur l'enquête, eh bien, on a 32% des répondants, plus de 32% des répondants qui travaillent au niveau local, donc au niveau de la communauté. Ça, c'est tout à fait remarquable. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une enquête sur le changement climatique et la santé recueille autant de réponses provenant d'acteurs locaux qui travaillent au sein des communautés qui sont en contact direct avec la population. On a aussi près de 20% du niveau district et 16%, un peu moins de 17% du niveau infranational, donc au niveau régional, comme ça s'appelle souvent.
Et alors maintenant, on va faire le top 10 parce que parmi les pays, eh bien vous allez être surpris. Il y a des grands pays qui ont pratiquement aucune réponse. Et il y a des tout petits pays, en termes de géographie et de population, sans vouloir diminuer quiconque, eh bien, qui se sont hissés au niveau des top 10. Donc vous connaissez cette musique des autres événements de la Fondation Apprendre. Je ne peux pas vous les montrer, mais je vais vous dire quels sont les pays. On va faire un compte à rebours du top 10 au top 1 pour dire quels sont les pays où les acteurs de la santé ont mené vraiment haut et fort la dissémination, la diffusion dans leurs pays respectifs. Alors, en position numéro 10, on a le premier pays francophone, la Côte d'Ivoire. En numéro 9, c'est l'Ouganda. En numéro 8, c'est la République unie de Tanzanie. Et en numéro 7, on a le Burkina Faso. En numéro 6, le Cameroun. En numéro 5, le Brésil. Numéro 4, le Kenya. Numéro 3, le Ghana. Et tenez-vous bien, le numéro 2, c'est donc le pays qui est deuxième au classement ayant le plus grand nombre de réponses à l'enquête. Eh bien, c'est la République démocratique du Congo, qui est presque tout en haut du classement, avec le Nigeria en toute première position. Donc voilà. Alors ça, malheureusement, ça c'est le classement. Mais malheureusement, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est qu'actuellement, aucun des pays, sauf 2, a suffisamment de réponses pour permettre à un donateur, un bailleur de fonds, un gouvernement, d'avoir des informations statistiquement valables pour prendre des décisions ou réfléchir à comment soutenir, accompagner le pays. Et il n'y a aucun pays qui a suffisamment de réponses pour qu'on puisse regarder au niveau infranational et comprendre les choses qui se passent avec une validité scientifique au niveau statistique. Donc c'est pour cela, c'est une des raisons pour lesquelles l'enquête reste ouverte jusqu'au 11 mars 2011. Et si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre, que cela soit le classement, la prolongation de l'enquête ou ces informations sur, malheureusement, jusqu'ici, pas de validité statistique, eh bien, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous entendre. Alors, avant de passer au point suivant, en principe, mon micro fonctionne. Vérifiez votre connexion, chère Ghislaine. Et on va faire quand même... On va montrer quelques petits bonjours, parce que vous êtes nombreux. Voilà, on va... Et alors, on va pas pouvoir dire bonjour à tout le monde. N'hésitez pas donc à réagir. Je vous laisse un petit peu le temps pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Donc, Kamba Daniel Tenkiano depuis la Guinée-Conakry. Lande Kipopila Nzaka est donc président de l'association d'entraide médico-sociale. Viviane Moukale, Ghislaine Mbongjaki. Lassane Sawadogo du Burkina Faso, Bourema Kaboré, des anciens et des nouveaux, des piliers, des sages de la communauté scolaire, Ousseini Abdoulaye du Niger, Dr Oudman Abderrahmine depuis le Tchad, Neville Kassongo, vous ne nous avez pas dit d'où vous êtes, Mamadou Sambabo depuis le Sénégal, Madagascar représenté par le Dr François Randria, un autre leader de longue date, Alexis Kazemba, félicitations à nous, la RDC effectivement, cela se fait. Le Cameroun malheureusement Ghislaine ne figure pas dans le... Alors je vérifie, oui, et donc à la 6e place dans le classement. Salimata, donc responsable PEF depuis le Sénégal, Raphaël Ofundo depuis la RDC, et l'un des Kipopila est plus écuménique, on va dire. Félicitations pour tous les pays qui sont dans le top 10. Alors oui, effectivement, Néné Lokosé. Alors il faut, et cela dit, on est conscient, certains d'entre vous nous ont écrit, et c'est là où je vais m'adresser à vous directement. Je tiens à vraiment honorer et reconnaître votre engagement parce que certains, dans des conditions extrêmement difficiles, sont en train de diffuser ce questionnaire, y compris dans des zones de conflit, y compris dans des zones qui viennent de vivre une catastrophe naturelle. Donc vraiment, nous sommes conscients des difficultés.
des défis auxquels vous faites face, mais nous sommes aussi conscients de l'enjeu pour chacun des pays qui se retrouvent en ligne de front sur cet enjeu du climat et de la santé. Alors justement, c'est pour cela que maintenant, je vais essayer de vous donner un petit peu l'argumentaire et vous demander de réagir. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de réfléchir tout en écoutant l'argumentaire. Il s'est trouvé dans un email, mais peut-être tout le monde n'a pas eu le temps de le relire. Pourquoi répondre à cette enquête internationale sur le climat et la santé? Et on a besoin d'un argumentaire suffisamment robuste pour que votre collègue qui dit « je ne vois pas comment ce truc-là va m'aider », ça ne rapporte rien financièrement, ça ne va pas m'aider avec les conséquences du climat là maintenant qui frappent la santé, il n'est pas altruiste ce collègue, tout le monde en a au moins un, et il vous demande mais alors pourquoi répondre à ce truc, je perds mon temps là. Donc voici ce qu'on vous propose comme argumentaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de consacrer 15 minutes pour répondre à l'enquête. Demain, ces informations vous aideront dans votre travail et dans votre communauté. Voici comment. Alors le problème, on commence par le problème. Les professionnels de santé observent, constatent chaque jour que le changement climatique nuit à la santé des gens. Par exemple, l'augmentation des inondations, plus de cas de choléra, plus de pénurie d'eau, plus de gens malades. La chaleur, plus de chaleur, et cela nuit aux femmes enceintes et aux enfants. Mais lorsque ces problèmes sont signalés, d'autres disent, ils peuvent très bien vous répondre, mais ça c'est juste une anecdote. Tu racontes ça, mais où sont les preuves? Et nous pensons que la solution, eh bien une partie de la solution, c'est cette enquête internationale. Parce que lorsque de nombreux professionnels de la santé, et en nombre suffisant, pour l'instant le compte n'y est pas, c'est pour ça que nous prolongeons l'enquête, eh bien nos expériences deviendront des preuves que les dirigeants, les bailleurs de fonds, les gouvernements, on va dire, peuvent moins facilement ignorer. Les bailleurs de fonds et les gouvernements pourront donc utiliser ces preuves pour apporter leur soutien, ce qui pose évidemment de la confiance de la population, y compris des professionnels de la santé, envers ces entités. Mais en tout cas, l'enjeu peut-être se situe là. Votre communauté aura donc plus de chances d'obtenir l'aide dont elle a besoin s'il y a des données suffisantes dans votre pays. Alors, les questions qu'on a, c'est les suivantes. Est-ce que pour vous, cela représente un argumentaire valable ? Pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce que cet argumentaire peut être entendu? Est-ce qu'il peut être efficace? Est-ce que, selon vous, est-ce que peut-être il a déjà été utilisé pour persuader quelqu'un qui ne voyait pas l'intérêt de l'enquête et puis qui, du coup, va aller prendre l'enquête? Sinon, comment est-ce que vous avez expliqué l'intérêt de cette enquête à vos collègues? Donc, c'est là où on va faire appel aux volontaires. Et bien sûr, donc, vous connaissez la procédure. Donc, comment demander la parole? Eh bien, on vous demande de lever la main. On vous laisse un petit temps pour réagir. Et puis, vraiment, sur cet argumentaire, on a besoin de votre retour. Si on se plante complètement, eh bien, dites-le nous. Si cela peut être intéressant, pertinent, eh bien, dites-le nous également. Voilà. Et donc, levez la main pour demander la parole. Il y a toujours un petit temps de latence, un temps de réflexion aussi qui s'impose. Donc, voilà, si vous voyez votre micro s'activer, eh bien c'est parce qu'on vous demande de prendre la parole. Donc ensuite, l'étape suivante est donc d'activer votre micro. Alors. Je vois que le nom en fait. Oui, alors Jackie Ghislaine Mbong, est-ce que vous êtes là? Jackie Ghislaine, est-ce que vous êtes là? Oui, vous pouvez parler, votre micro est activé. Et on a aussi Elvire Mouadang-Coucou. Elvire, est-ce que vous êtes là ou Ghislaine? Je suis là. Ok, formidable. Alors, bon après-midi à tout le monde. Ok, soyez la bienvenue. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Ensuite, j'aurai des questions pour vous. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Moi, c'est Jackie Ghislaine, responsable de la vaccination et de la surveillance dans le district de santé de Mbanga, dans le Cameroun, plus particulièrement dans la région du littoral. Ok, formidable. Alors, dites-nous, vous venez d'entendre un argumentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis peut-être on devrait commencer par le début. Est-ce que vous avez pris l'enquête internationale? Est-ce que vous avez terminé, vous avez répondu à l'enquête internationale sur le climat et la santé? Non, je n'ai pas encore répondu à cette enquête. Je compte le faire d'ici la semaine prochaine.
D'accord, très bien. Et est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un problème de connexion? Qu'est-ce qui entrave? C'est quoi la barrière qui vous a empêché jusqu'ici de prendre cette enquête? Manque de temps et problème de connexion. Alors, si vous regardez dans le chat, là, vous avez tous les liens, par exemple, pour partager sur WhatsApp. Donc ça, vous pouvez le faire tout de suite. Et c'est en un clic. Donc cela ne devrait pas vous prendre de temps. Alors, très bien. Est-ce que lors de notre prochaine séance, est-ce que vous reviendrez? Et est-ce que là, on peut être sûr que vous aurez d'ici là répondu à l'enquête? Oui, la prochaine séance, je serai là. Et je vous ai dit tout à l'heure, je ferai l'effort de répondre à l'enquête d'ici la fin de la semaine. Formidable. Merci à vous. Donc, alors, on va vous applaudir parce qu'effectivement, pourquoi prendre du temps pour cette enquête? Eh bien, nécessite dans certains cas une réflexion. Il y a des gens déjà très engagés sur le climat, très engagés qui ne se posent même pas la question sur le climat et la santé, donc qui savent. Mais sinon, cela mérite réflexion. On ne voudrait pas que quelqu'un à l'aveugle prenne cette enquête. Docteur Mathieu Kalemayi, c'est à vous. Vous avez donc votre main levée. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bon après-midi aussi, selon les horaires. Moi, c'est Dr Mathieu Kalemayi Ndjibou. Je vous appelle de la RDC. Je suis assistant technique de la vaccination des routines et le plan Machako en RDC. Je travaille pour le compte de Ginger International avec le financement des Gavi. Très bien, docteur Mathieu Kalemayi. On se souvient de vous parce que vous aviez réuni des acteurs de la société civile à l'occasion de Teach to Reach. Où en êtes-vous aujourd'hui alors dans la diffusion de cette enquête internationale sur le changement climatique et la santé? Le thème n'est pas directement la vaccination, mais bien sûr la vaccination est d'une grande importance en ce qui concerne le changement climatique. Mais où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, personnellement, moi-même, j'avais déjà répondu à l'enquête. Il y a aussi quelques membres du réseau des organisations de la société civile aussi qui m'ont fait part qu'ils ont répondu à l'enquête. Et ce que j'ai fait, j'ai raté 2 séances ou 3 séances parce que je travaillais dans les zones non couvertes par les réseaux. Et bon, je suis encore ravi de participer à cette réunion d'aujourd'hui. Et je vais encore continuer à partager avec nos collègues, avec les membres de la société civile, pour qu'ils puissent aussi répondre à cette question sur le climat. Formidable, docteur. Et quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés là où vous êtes, donc en RDC? Quels sont les problèmes quels sont les 3 plus gros problèmes qui entravent l'accès à la vaccination, par exemple, pour la population dont vous êtes au service? Oui, merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, nous sommes en train de mener une activité très, très, très importante. Là, nous sommes dans la zone de santé de l'Odja, dans la province du Sankuru, où la province fait partie des top 10 des provinces qui ont la plus grande charge des enfants sous-vaccinés et les enfants 0 dose. Et dans le cadre de notre assistance technique, nous accompagnons les zones de santé et les aires de santé à identifier les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal. Et nous mettons en place un plan de récupération en concertation conjointement avec les membres de la communauté, les membres des cellules d'animation communautaire. Et nous avons pris d'abord pour cible la plus grande zone de santé de la province qui a plus de 400 000 habitants, 22 aires de santé. Et là, nous avons fait ce premier exercice dans 3 aires de santé. Et puis, nous avons transféré les compétences sur la méthodologie, sur le travail, comment ça doit se faire, sur les outils à utiliser et la pratique qu'il faut faire. Et là, avec les équipes cadres de la zone de santé, nous sommes maintenant à 15 personnes de l'équipe cadre de la zone de santé qui sont déjà coachées et comment il faut aussi appuyer les aires de santé à identifier
les enfants en conflit avec les calendriers vaccinaux. Et notre outil de base, c'est l'analyse des registres de vaccination. En RDC, un enfant est complètement vacciné lorsqu'il a reçu le vaccin, tous les vaccins qui sont les 9 vaccins qui sont prévus, et c'est à peu près 18 ou 19 doses de vaccins. Alors, mais aussi la politique nationale que l'enfant doit être vacciné entre 0 à 23 mois. Maintenant, sur base des registres de vaccination, nous passons en revue tous les enfants d'abord qui ont commencé la vaccination. Nous regardons de manière systématique et rigoureuse. Nous passons enfant par enfant dans les registres, aire de santé par aire de santé, et nous les classifions par aire de santé, c'est-à-dire par village, par village, par village. Si, par exemple, une aire de santé a 5 villages, nous allons regarder chaque enfant qui a manqué 1 ou 2 doses de vaccination. Nous les mettons sur une liste par village. Et maintenant, après cette étape d'identification, nous réunissons les membres de la communauté, les relais communautaires, pour faire une planification maintenant des séances de vaccination selon les horaires adaptés et pour récupérer ces enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la troisième chose que nous faisons, c'est nous faisons en sorte que les enfants qui vont être inclus de nouveau dans les séances de vaccination ne puissent pas retomber dans cette statique de sous-vaccination. Et là, nous sommes en train de mettre en place les stratégies de suivi systématique. Les plus grands défis que nous avons rencontrés, c'est quoi? C'est que nous avons compris que déjà la mauvaise organisation des services et la mauvaise planification des services de vaccination est à l'origine de ces enfants sous-vaccinés et ces enfants qui commencent les vaccinations et ne terminent pas. Par exemple, on fait attendre beaucoup de mamans et puis prochainement, ils ne reviennent pas avec les enfants. Et puis, il y a aussi la séance de vaccination, elle est trop vaste. Et donc, l'aire de santé, elle est trop vaste. On ne sait pas couvrir tous les quartiers et tous les villages. À ce moment-là, les enfants qui ont commencé, ils ne reçoivent pas les vaccins. Il y a aussi les autres défis tels que les ruptures de vaccins qui sont aussi à l'origine de cette sous-vaccination. Donc, il y a beaucoup de défis, mais nous avons mis en place une stratégie pour d'abord identifier ces enfants et les récupérer. Et dès que nous les avons récupérés, nous allons faire aussi en sorte que les autres enfants qui sont inclus dans le calendrier vaccinal ne tombent pas dans ces statuts-là. Alors, attendez, après la zone de santé, là, vous nous décrivez l'ensemble de votre programme, des activités. Je vous ai laissé poursuivre parce que je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de la vaccination qui vont être intéressés par votre travail. Et on aura sans doute, j'espère, l'occasion d'en savoir plus à l'occasion du prochain Teach to Reach dans la séance consacrée à la vaccination. Mais ce qui nous intéresse là, on a compris, je crois, l'essentiel de vos objectifs, de vos activités. Mais comment est-ce que, selon vous, le changement climatique est en train de changer la donne ? Si c'est le cas, pour les enfants, pour les familles et pour vous, professionnels de la santé qui, justement, œuvrent pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui ne soient pas protégés des maladies évitables par la vaccination. Oui, tout à fait. Nous avons, comme par exemple dans la province du Sankuru, où nous sommes précisément à Lodja, il y a, par exemple, avec les pluies abondantes, les pluies torrentielles, il y a des quartiers tout entiers qui sont décimés par les érosions. Et les enfants qui ont commencé la vaccination dans une zone donnée, ils vont déménager de ces quartiers-là parce qu'ils sont menacés par les érosions et on ne sait pas les retrouver, par exemple. Ça, c'est un grand défi qui fait que les changements climatiques impactent les activités de la vaccination. Compris. Oui, merci Dr Mathieu Kalemayi. On va vous applaudir parce qu'effectivement, on comprend beaucoup d'acteurs de la santé en RDC. Vous travaillez dans des conditions extrêmement difficiles. On sait que dans la communauté Teach to Reach, 1 sur 5 travaille en zone de conflit armé. Œuvre pour la santé, en principe neutre et protégée de ces conflits. Mais voilà, on va vous rappeler donc, qui participe à Teach to Reach. Vous voyez ici la courbe ascendante depuis en fait, janvier 2021. La moitié parmi vous travaille pour le ministère de la Santé, l'autre moitié pour des organisations de la société civile. Il y a aussi des entreprises comme les pharmaciens. La moitié d'entre vous sont francophones, donc ça c'est important. Et vous voyez tout en bas, 21% sont confrontés à des conflits armés. Il y a aussi les populations déplacées
les populations nomades. Donc croyez-moi, on est bien conscient des défis, des difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Et c'est vraiment tout à votre honneur de réussir à prioriser une enquête internationale qui ne propose pas de compensation financière, mais dont l'enjeu est justement, est-ce que les bailleurs de fonds, à l'avenir, vont accorder de l'attention et avoir des données probantes qui leur permettront de justifier, ou plutôt de refuser de nier l'évidence des impacts du changement climatique sur la santé. Donc merci pour votre intervention. On passe maintenant à Boubakary Amadou. Présentez-vous, Boubakary, et dites-nous donc qui vous êtes, comment est-ce que vous travaillez en faveur de la santé. Quelle a été votre expérience jusqu'ici? Merci beaucoup, Reda. Je suis, je suis Boubakary Amadou, le coordonnateur du réseau des animateurs pour l'éducation des communautés, en abrégé RESAEC, basé à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Donc, j'ai vraiment participé à l'enquête, je l'ai renseigné de bout en bout. Donc, sur ce plan, nous n'avons pas de soucis avec l'enquête, nous l'avons vraiment remplie. Et j'ai personnellement également partagé le lien de l'enquête dans plusieurs forats dont RESAEC est membre, et même avec mes collaborateurs, j'ai également partagé les liens. Je pense qu'ils vont également répondre. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Et concrètement, sur les retours que vous avez, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un, vous allez parler à tous les deux de cette enquête, un va répondre, l'autre, bon, peut-être qu'il aura, voilà, selon votre relation, il ne va pas oser vous le dire, mais vous allez comprendre qu'en fait, il a rien fait du tout. Et disons, le troisième va vous dire, mais ça, tu perds ton temps, ça ne va pas nous aider. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois cas de figure, selon vous? Heureusement que pour ce qui me concerne, tous m'ont dit qu'ils vont répondre parce que nous sommes dans une zone, vous savez, nous sommes à Maroua, dans la région de l'extrême nord, c'est en plein désert. Pour ceux qui savent la géographie, nous sommes actuellement à plus de 45 degrés à l'ombre. Donc, imaginez la canicule qu'il fait. Et le changement climatique, c'est vraiment un problème de santé publique chez nous parce que nous avons de la poussière qui cause beaucoup d'infections respiratoires, surtout au niveau des enfants. Et nous avons des cas de méningite également qui fait rage en ce moment. Et c'est pour ça que nous avons mis en place maintenant un système pour amener les ménages à s'abriter. C'est-à-dire, nous avons mis en place un système de reboisement des ménages pour permettre aux ménages d'avoir de l'ombre, d'avoir suffisamment d'eau. Parce que je vous assure, c'est invivable au moment où je vous parle. C'est-à-dire, nous sommes à plus de 45 degrés et nous avons les infections respiratoires au niveau des personnes âgées. C'est les toux qui sont partout. Les gens ne font que cracher. Il y a la poussière partout et comme la plupart de nos rues ne sont pas bitumées, vous vous imaginez quand les motos passent, les véhicules passent la poussière et pratiquement tout le monde est enrhumé. Et nous sommes en période de Ramadan. Donc, les problèmes de santé publique se posent vraiment avec acuité au moment où je vous parle. Et tout ceci dû au changement climatique. Parce que nous, on n'a que 3 saisons de pluie sur 12 mois. Le reste, c'est la saison sèche. Alors, Boubakary Amadou, vous dites c'est le changement climatique, mais des fortes chaleurs, ce n'est pas nouveau chez vous. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vraiment qu'il y a une relation de cause à effet? Nous avons tous, nous comprenons tous ce que c'est la science. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des évidences. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire, qu'est-ce qui soutient votre thèse selon laquelle ces chaleurs, cette fois-ci, aujourd'hui, elles sont liées, elles sont la conséquence du changement climatique? Je le dis pourquoi? Parce que les années antérieures, généralement, c'est à partir de fin mars que nous rencontrons ce type de température au-delà de 45 degrés. Or, aujourd'hui, nous sommes le 5. Donc, vous voyez un peu, généralement, les années antérieures, jusqu'au 15 mars, la chaleur, il ne fait pas excessivement chaud. Oui, bien compris. Je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est cet enjeu
qui est, on peut vous dire, mais ça c'est anecdotique, ça n'a aucune valeur en santé publique et on ne peut pas ni prendre des décisions, ni justifier d'allouer des budgets sur la base d'une observation de ce type. D'où l'intérêt donc de l'enquête. En tout cas, Boubakary Amadou, je vous crois. Et d'ailleurs, la conviction de la Fondation Apprendre Genève, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que notre travail consiste à valoriser justement ce que vous savez parce que vous y êtes au quotidien. Et il n'y a aucune grande organisation internationale, si vous travaillez au niveau district ou au niveau local, très probablement, qui est en tout cas pas tous les jours. Donc il y a réellement un intérêt et une valeur à ce que vous savez sur la fiabilité de vos observations, et cela peut compléter les très grandes carences qui existent au niveau des évidences plus formelles, plus quantitatives, qui sont déjà reconnues et admises en épidémiologie. Et si on attend le temps que ces évidences viennent, elles tardent à venir, elles sont extrêmement difficiles à constituer de manière classique, eh bien on n'a plus le temps. Sur la base de vos observations partagées ces 2 dernières années, personnellement, là c'est une conviction, ce n'est pas une affirmation ni une preuve scientifique, mais mon sentiment, c'est qu'on a déjà basculé dans une accélération de la dégradation de la santé liée aux conséquences du climat sur la santé. Donc c'est ma conviction. Là, je partage mon opinion. On n'en a pas encore les preuves. Mais parfois, ces convictions, ces opinions peuvent être source de motivation pour justement réunir ces évidences, d'où l'intérêt de cette enquête internationale. Merci en tout cas à vous. On passe maintenant à Trésor Adama Mirindi. Trésor, c'est à vous, on vous écoute. Je vous ai demandé donc là d'activer votre micro. Et il y a également Foxia. Du coup, Trésor, vos 2 mains sont levées, l'un ni l'autre ne répond. On va peut-être clôturer cette séance, il n'y a pas d'autres mains levées. On voulait faire court, on va terminer. Ah oui, alors voilà, Elie ou Elie Foxia, vous allez me corriger, c'est à vous. Merci, bonjour pour la participation. Je suis Dr Foxia Elie. Je suis du Tchad. Je travaille dans le centre du pays. Je suis un administrateur sanitaire. Je suis le délégué sanitaire provincial. Je voudrais témoigner. J'avais rempli déjà l'enquête internationale. Je voudrais apporter un témoignage vif. La partie nord et centre du pays, du Tchad, c'est des zones désertiques où avant ne sévissaient pas certains types de maladies. Mais ces 4 dernières années, nous vivons un changement terrible du climat, fait souvent de grosses pluies, alternées d'une sécheresse terrible, de sorte que il y a des maladies émergentes qu'on retrouve dans les zones désertiques, surtout la prolifération des mouches et des moustiques, où à l'époque, ce n'était pas des zones d'endémie du paludisme, mais avec la grosse pluie, avec les inondations, tous les mares et les marais sont remplis. Et il y a eu aussi des déplacements, si on peut le dire, des déplacés climatiques, des populations essentiellement nomades qui partent à l'extrême sud du pays jusqu'à la frontière du Centrafrique, remontent par cette poussière de l'eau et ils viennent avec certaines maladies. Nous avons observé des proliférations de mouches, et même des grosses mouches qui piquent les animaux. De sorte que, sur le plan clinique, nous avons vu une augmentation du cas de paludisme grave, où à l'époque, cette population était relativement épargnée des cas de paludisme. Et ce qui fait qu'on était obligé de faire des plaidoyers pour enrôler les enfants de cette zone-là dans la stratégie qu'on appelle la chimioprophylaxie saisonnière du paludisme. À l'époque, ça n'existait pas. Ça, c'est le premier cas que nous avons observé que le changement climatique peut impacter gravement la santé. Deuxièmement, la grosse pluie a détruit beaucoup de récoltes et ça fait le lit de la nutrition. Et les gens qui payent la plus grande partie, le fardeau, sont les enfants et les femmes enceintes. Ça a failli l'intervention des ONG pour restaurer, pour prendre en charge ces malnutris, mais la situation reste entière parce que les récoltes ont été détruites.
Les zones qui, à l'époque, servaient pour les cultures ont été détruites. Les routes sont détruites. Et en ces zones, nous avons des difficultés pour faire des références des malades des cas graves. Et nous avons des maladies émergentes comme nous avons vu même des cas de chikungunya. Nous avons vu des cas de la dengue qui n'existaient pas chez nous à l'époque. Donc, je pense qu'avec le changement climatique, non seulement ça a un impact très grave sur la vie humaine, il y en a même sur les animaux. Et aussi, au moment où je vous parle, le temps a changé. Nous assistons depuis hier à un changement grave de poussière et de brume qui dérange la respiration. Et donc, ce n'est pas bon pour des gens qui ont des insuffisances respiratoires et des asthmatiques, tout simplement. Donc, j'avais rempli l'enquête. Comme le temps presse, s'il y a d'autres questions à me poser, je suis prêt à répondre. Je vous remercie. Formidable. Merci pour ce témoignage. Effectivement, alors, vous comprenez l'enjeu. Si il n'y a pas suffisamment de réponses, bien sûr, pour moi, votre témoignage est crédible. Mais des décideurs, des bailleurs de fonds vont dire, ce monsieur, comment sait-il ce qu'il sait? Donc, il faudra un plus grand nombre de réponses de votre pays. Et pour l'instant, aucun pays n'a atteint la barre où, au niveau infranational, on peut regarder et dire dans telle région, il y a la perception, les observations des travailleurs de santé sont crédibles parce qu'elles sont en nombre suffisant. D'où l'appel donc à prolonger l'enquête. Maintenant, sur la partie scientifique, j'attire votre attention sur une ressource et je vais vous montrer comment y accéder pour les purs francophones. Donc, avec la revue médicale, donc, le Lancet, très réputé, eh bien, nous avons organisé une séance avec la directrice ce qui s'appelle le Lancet Countdown sur le changement climatique et la santé. Malheureusement, n'étant pas francophone, on a fait cette séance avec elle uniquement en anglais. Mais je vais vous montrer une petite astuce pour bénéficier donc des sous-titres et vous permettre vraiment d'avoir un aperçu des meilleures évidences quantitatives reconnues par l'épidémiologie internationale et à partir de ça, cela peut nourrir votre réflexion. Je vais couper le son. Vous voyez ici, donc j'ai activé sur YouTube et je vais vous montrer. Donc vous allez sur la petite roue et là vous allez sous les sous-titres et vous faites Auto-Translate. Alors vous allez probablement le voir en français et puis vous allez sur French. Et là, vous voyez ce qui apparaît, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ici, les sous-titres apparaissent en français. Donc, je vous recommande vivement cette vidéo pour tous ceux qui veulent réconcilier ce qu'ils savent à partir de leur expérience personnelle avec les choses. Alors, on a Trésor, c'était Roussel Kabeya qui avait son micro activé. Et après, on va passer aux travaux pratiques, même s'il y a d'autres mains levées. Roussel Kabeya, est-ce que vous ête là? Beaucoup Reda pour la parole. Oui. Merci beaucoup Reda pour la parole. Je m'en vais pour dire que j'avais répondu au questionnaire que vous avez partagé concernant le changement climatique. Alors, par rapport à mon pays, moi j'habite en RDC, je suis coordonnateur d'une ONG locale dénommée Clinique Mobile des médecins volontaires engagés pour la communauté. Alors, cette situation, elle nous dérange terriblement de changement climatique. Pour la petite histoire, je suis dans une province de la RDC qui est les Kassai orientales. C'est une province qui avait vraiment de grandes forêts à l'époque. Et aussi, je peux briefer la situation d'électricité pour cette province. La province n'a pas du courant. Alors, qu'est-ce que la population, elle fait? Elle se ressource de la braise issue de déboisement de la forêt. On avait une très grande forêt qui commençait vraiment tout près de la ville, mais pour le moment, quand je vous dis, on a déboisé jusqu'à ce qu'on ait vraiment la frontière d'une autre province. Et cela a eu un impact très négatif dans la province. Il fait très chaud quand je vous parle, je suis sous un arbre profitant de l'oxygène pire. Il fait extrêmement très chaud à l'heure où je vous parle. Et c'est vraiment chaque jour. Et cela entraîne, je suis médecin, ça entraîne beaucoup de problèmes de santé publique. Nous avons beaucoup de cas de déshydratation qui viennent.
Et aussi, en faisant l'analyse situationnelle de changement climatique, on observe un peu une situation qui est persistante du choléra. Avec la pluie, on a un problème de l'accès à l'eau potable. Les populations consomment l'eau de rivière et la population déverse le caca dans cette eau et puis la communauté utilise cette eau. Franchement, nous avons sur 19 zones de santé qui constituent la province, 16 qui sont touchées par le choléra. Et avec une létalité de 6%, 18 décès de ça et 18 décès que nous avons déjà et 280 quelques cas notifiés. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, ce n'est pas une situation, franchement, que nous pouvons observer avec beaucoup de légèreté. Ça guette les populations et c'est vraiment un très grand problème de santé publique. Merci beaucoup. Merci à vous, Roussel Kabeya. Un témoignage effectivement éloquent. On va voir si Trésor Adama Mirindi est en mesure de nous parler. Trésor, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonjour et merci pour la parole accordée. J'avais répondu à toutes les questions posées. Je ne sais pas, je suis sûre que les réponses vous parvenaient, mais je vais juste placer un mot par rapport à ma communauté. En fait, je suis dans une communauté où les gens vivent de l'agriculture. Je m'étais documentée dans les temps, les gens avaient la nourriture toute l'année. Après récolte, ils avaient des greniers dans lesquels ils mettaient la nourriture. Mais actuellement, par rapport aux problèmes liés au changement climatique, les gens n'ont plus quoi manger et la plupart des cultures ne s'adaptent plus au changement climatique, ce qui fait assez que les gens manquent la nourriture. Et le fait qu'il y a des fois que la saison sèche est prolongée, chez moi, il y a 9 mois de saison de pluie et 4 mois de saison sèche, mais il arrive qu'on ait 6 mois de saison sèche et 6 mois de saison de pluie. Et pendant cette période, la population manque de quoi se nourrir et directement on observe la malnutrition. Et quand il ne pleut pas abondamment, il y a insuffisance d'eau potable. Les gens se ressourcent à des rivières, ce qui expose la population souvent à des maladies hydriques, la plus souvent le choléra, les amibes. Et à cause de la poussière aussi, les gens sont exposés aux maladies pulmonaires. Moi et mon organisation, on a essayé d'identifier quelques plantes qui s'adaptaient au climat, au changement climatique, mais par manque de fonds et aussi par manque de terrain, parce qu'on avait un champ expérimental où on essayait d'adapter les cultures en produisant aussi au niveau local l'engrais biologique. C'est vrai que cet engrais biologique, en une année, ça ne donnait pas, mais après 2 ans, on a commencé à assister à une production 5 fois plus qu'avant. Mais malheureusement, les champs expérimentaux, c'était un champ qu'on prenait en location et le propriétaire a décidé la vente. Et maintenant, ma communauté est dispersée. Mais qu'à cela ne tienne, ils essaient quand même de pratiquer ce qu'on a fait dans notre champ expérimental, dans leur terrain, ce qui n'est pas suffisant pour toute la communauté. Les femmes se réunissent en association pour essayer de redynamiser l'agriculture, mais souvent, il y a des complications parce qu'il n'y a pas l'accompagnement technique et l'accompagnement sur le plan financier. Merci. Bien compris, Trésor Adama Mirindi. Merci pour ce témoignage. Alors, il nous reste juste quelques minutes dans cette séance. Du coup, parce que je reconnais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui assistent pour la première fois, eh bien, on va un petit peu récapituler qu'est-ce que c'est cette enquête et comment ça marche. Donc, à l'origine, il y avait pour ceux qui étaient... alors, Zoom croit que je parle en anglais. Donc, il y avait cet appel à l'action pour vraiment les leaders de la communauté Teach to Reach. Donc, vous voyez ici, donc, avec une première réunion le 5 février 2025. Et c'était adressé aux invités d'honneur de Teach to Reach 11. Donc, on vous proposait donc non seulement de prendre l'enquête, mais sachant que vous êtes nombreux à être leader d'organisation, leader d'une agence au niveau district, au niveau local, au niveau leader d'un centre de santé, leader tout court, même sans poste à responsabilité, eh bien, on vous proposait de déposer la candidature de votre organisation pour devenir partenaire de cette enquête. Et on a publié une première liste, la deuxième liste est imminente, et donc on vous invite
non seulement vous en tant qu'individu, mais votre organisation à rejoindre cette enquête et vraiment démontrer l'engagement de votre organisation. Alors, de quoi s'agit-il? On va récapituler. Bien sûr, si vous avez déjà assisté à ces séances, vous savez déjà tout ça, mais on va quand même. Alors, tout d'abord, il y a l'article dans la revue de Lancet. Donc, je vais vous montrer ça. C'est en anglais, bien sûr, mais vous pouvez utiliser Google Traduction. Donc là, je viens de poster le lien et on va aller faire une petite visite à cette page. Donc, c'est grande revue, bien sûr, médicale et scientifique. Et il y a donc cet éditorial sur la crise du climat et la santé humaine. Peut-on identifier des grands défis à travers une méthodologie de recherche participative? Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, il y a bien sûr le communiqué de presse de lancement. Donc ça, à chaque fois, je partage. Alors, Mamadou Samba, on ne peut pas montrer la liste des personnes. Par contre, vous avez reçu, si vous avez bien complété l'enquête, vous recevez un accusé de réception. Donc, sauf si vous avez dit que vous ne voulez pas recevoir d'informations de notre part. Dans ce cas-là, c'est un petit peu à l'aveugle. Je vois qu'il y a un problème à cause du circonflexe sur le E. Donc, attendez, on va voir si ça marche sans le circonflexe. Mais je ne pense pas. Je crois que c'est assez sensible à ça. Ouais, donc c'est bien ça. Ça ne marche pas. Mais donc, si vous cherchez, donc il faudra chercher un petit peu. Vous allez sur LinkedIn. C'est un réseau de professionnels très très intéressant. Et vous voyez ici donc vous trouvez le communiqué de presse en VF, en version française. Et puis, ce que je vous encourage à faire, c'est donc de laisser un défi. Je défie toujours Charlotte qui va contribuer à cette enquête et je peux déposer ce commentaire. Vous avez vu ce que j'ai fait avec l'arrobase, eh bien ça va envoyer une notification à Charlotte, comme quoi bien sûr elle a déjà contribué, donc j'utilise vraiment son nom, non pas au hasard, mais en pensant à elle. Et puis, donc ça c'est pour le communiqué de presse. Maintenant, il y a le partenariat en tant qu'organisation. Donc, en quoi cela consiste? Eh bien, votre organisation, donc ce n'est pas en tant qu'individu. En tant qu'organisation, vous pouvez donc devenir partenaire. Et en tant qu'organisation partenaire, eh bien, cela veut dire de la visibilité. Grand Défi Canada va publier la liste de tous les partenaires. Il y a déjà 50 partenaires internationaux, la Fondation Gates, la Fondation Wellcome, la Fondation Rockefeller. Eh bien, ils ont admis le principe que les acteurs qui travaillent au sein du pays, sur le terrain, sont tout aussi importants que ces grands bailleurs de fonds. Et c'est donc une occasion de montrer la qualité et la pertinence de ce que vous faites. Bien sûr, il y a des critères de sélection pour les partenaires. Donc, la candidature doit être complète. Vous devez être mandaté par votre organisation. Il faut le faire dans les délais. Alors, on a rallongé les délais. Il y a ensuite une étape de validation par la Fondation Apprendre Genève. Et surtout, beaucoup d'organisations, de représentants d'organisations ont loupé cette étape. À chaque fois, on vous demande d'apporter une preuve de la diffusion, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle le registre de diffusion. Donc, c'est simplement un formulaire à remplir. Ça doit vous prendre moins de 2 minutes et ça permet donc de valider que votre organisation n'est pas seulement partenaire sur papier, mais a bel et bien diffusé par les moyens qui sont les vôtres. Tous les moyens sont admis à partir du moment et on vous croit sur l'honneur si vous déclarez avoir diffusé. Maintenant, vous voyez dans le chat, donc dans le dialogue en direct, j'ai posté donc un ensemble de liens et ça va être la dernière partie de cette rencontre. Eh bien, on passe aux travaux pratiques. Donc là, vous devez en principe... alors, Mamadou Sambabo, si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, vérifiez vos spams et puis surtout vérifiez que vous avez bien coché la case « Je veux recevoir mes réponses ». Sinon, effectivement, vous ne recevez rien du tout. Alors, le partage sur WhatsApp, vous voyez, c'est le tout premier lien. Alors, voilà. Eh bien, on va le faire ensemble. Vous cliquez dessus. Allez tout de suite dans le chat. Ne restez pas là passivement. Si vous étiez en train de faire autre chose, eh bien, cessez votre multitâche et regardez bien sur votre écran. Et ensuite, mettez-vous sur le dialogue en direct. Et là, quand vous cliquez sur
si vous êtes régulier, vous connaissez ce mécanisme. Mais cela fabrique un message WhatsApp pour vous. Vous pouvez le mettre dans votre statut. Vous pouvez ensuite le diffuser à vos partenaires sur tous les groupes pertinents. Ne faites pas du spam, mais si un groupe, c'est un groupe de professionnels de santé, c'est un groupe de coordination, enfin, c'est un groupe qui s'intéresse au climat, eh bien, on vous encourage donc à partager. Bien sûr, si ce n'est pas la première fois que vous partagez, eh bien, message vraiment très important, ne vous contentez pas de repartager la même chose. Ça fatigue ceux qui sont de l'autre côté de votre écran. Et donc, au contraire, on vous encourage à ajouter une touche personnelle pour vraiment personnaliser ce message WhatsApp. Alors ça, c'est pour WhatsApp. Vous voyez, le prochain lien, c'est pour LinkedIn. Et là, de nouveau, je clique sur le lien. Je vous demande donc de suivre avec moi, de le faire en même temps que moi. Eh bien, vous voyez, ici, pour l'instant, il y a 55 j'aime, 49 commentaires, 29 reposts. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est d'ajouter un nouveau commentaire et puis de taguer quelqu'un. Donc, vous avez vu comment ça marche. Je défie. Eh bien, je sais que voilà. Je pense à Palenfo, qui est donc lui aussi spécialiste de la vaccination. Hop, à prendre cette enquête et la diffuser dans ces réseaux. Voilà, donc si c'est déjà fait, vous pouvez faire ceci. Vous taguez quelqu'un, vous faites l'arrobase et après vous tapez les premières lettres de son nom et en principe, vous allez le voir dans la liste. Et donc là, par exemple, je demande à Palenfo, que je connais bien, certains des acteurs de la vaccination le connaissent, eh bien, il est actuellement en cours de réalisation d'une enquête vaccinale. Je le salue au cas où il regarderait cette vidéo. Eh bien, je le défie à prendre cette enquête. Donc, cette idée de défier et lui demander de défier 3 personnes à son tour, et cela peut faire boule de neige. Cela a été très efficace dans certaines campagnes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment simple à faire et pas chronophage. Donc, après, la même chose pour Facebook, la même chose pour Instagram. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Viviane Moukale qui dit... Alors, je vais voir si je peux afficher votre message à l'écran. On va voir, voilà. C'est un beau message. Nous partageons toujours et c'est pour nous un plaisir que nous soyons nombreux et cela est notre souci. Alors, je n'ai pas très bien compris, Viviane, pourquoi est-ce que c'est un souci d'être nombreux. Et puis, alors le formulaire de diffusion, alors celui-là est personnalisé. Donc, regardez dans les mails, cher Louis-Saint, parce que vous allez trouver, il y a un petit lien. Dites-nous avec qui vous avez partagé. C'est ce lien-là qui permet de documenter, d'apporter la preuve que vous avez bel et bien diffusé dans vos réseaux. Donc, voilà un petit peu la réponse. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Je vois des questions dans le question-réponse, Jacqueline Kianda qui dit « Bonjour, que faire avec ce changement climatique? Ça nuit à la santé des hommes. » Eh bien, nous sommes là justement pour poser cette question. Jenny Senden Matuku qui dit « D'abord, j'espère que vous allez bien. Sa question porte sur la prise en charge des cas touchés par les changements climatiques. Au Cameroun, la gestion du changement climatique est vraiment difficile. Les femmes enceintes, les enfants et personnes âgées sont des personnes qui souffrent énormément. » Alors, je vous renvoie donc à cette vidéo du Lancet. Regardez ça avec les sous-titres en français. Si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, je remets le lien ici. Et cela va au moins vous permettre de réconcilier ce dont vous êtes témoin avec les meilleures informations scientifiques disponibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de retrouver les scholars francophones et on a hâte donc d'aller vers le prochain Teach to Reach. On va vous solliciter pour proposer des thèmes. Formidable, Mohamed Bamba qui dit « J'ai vraiment aimé, nous avons commencé l'enquête chez nous ». Victoire Rodia qui dit merci beaucoup pour ces échanges. Alors on va renvoyer le document à remplir, ne vous inquiétez pas. Et Viviane dit que nous soyons nombreux pour que le partage d'expérience s'élargisse. Je vais expliquer un petit peu quelle est la situation. Et pour donner plus de temps pour amplifier cette mobilisation, et bien justement, c'est pour cela qu'on a prolongé reporté la date de clôture. Voilà quelques-uns de vos messages. N'hésitez pas. Basile Nkoncha, vous faites partie de l'équipe de la Fondation Apprendre Genève, d'après moi. Et cela de longue date. Arodi Jingu qui dit merci beaucoup pour cette réunion. Merci à tout le monde, les échanges
riche. Je sens il y a effectivement une soif de partage, des observations, des expériences. Chaque personne, on vous demande comment vous diffusez l'enquête et vous nous répondez avec un témoignage, des témoignages qui continuent d'être forts et on entend, on ressent la prise de conscience à travers des échanges comme ceci. Merci à vous, Georges Chitoko, d'avoir diffusé l'enquête. Jackie Ghislaine, regardez le mail qui vous a mené jusqu'ici. Eh bien, vous allez trouver, puis on va donner bien sûr le lien pour l'enquête pour toute personne qui n'aurait pas encore rempli l'enquête. Répondez à l'enquête. Donc, c'est ici. C'est peut-être le lien qu'on aurait dû commencer par donner. On vous apprécie, Boubacarry Amadou. Ce qu'on fait n'a de sens que par vous, pour vous, avec vous. Et si cela vous aide, sinon on arrêterait tout de suite. Voilà quelques-uns des messages depuis le Sénégal. Aïssatou Nomoko, le plaisir est réciproque, cher Mamadou Samba Mbo. Désolé pour ces écueils que vous rencontrez, mais on va régler ça. Marie-Gorette Moukeramana, merci bien, merci à vous Marie-Gorette pour votre participation, pour votre engagement. L'enjeu est quand même capital, puisque pour se doter de moyens, eh bien, il faut convaincre, il faut déjà apporter des preuves. Le problème existe bel et bien, même si c'est une évidence pour vous, pour moi, eh bien, tout le monde est loin d'être convaincu, comme vous le savez. Voilà, on attend de voir les derniers messages. Félicitations à vous et merci, Roland Kwame. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue de plus belle grâce à vous et avec vous.